Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat, une demi-heure d'information et de débat avec Sonia Mabrouk. Bonsoir. Les titres, le grand plongeon aujourd'hui des bourses européennes, moins 9% à Paris, c'est-à-dire la pire chute depuis la création du CAC 40. Malgré le chacun pour soi pour sauver les banques en Europe, Nicolas Sarkozy a réaffirmé il y a quelques instants l'unité des 27. L'Europe à l'épreuve de la crise. Débat dans le 18h avec Jean-Pierre Chevènement, Marielle de Sarnez du Modem et l'UMP Hervé Mariton. Visite agitée de Nicolas Sarkozy aujourd'hui à l'usine Renault de Sandouville en grève pour l'emploi. L'industrie automobile a-t-elle un avenir en France? Reportage de Pierre Bond-Joseph derrière la vitrine du Mondial. Le prix Nobel de médecine aux Français Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi qui avaient identifié le virus du sida il y a 25 ans maintenant, mais le moment est bien choisi pour les chercheurs qui ont besoin d'être soutenus. Nous dirons le professeur Delfrécy, directeur de l'Agence nationale de lutte contre le sida, et Alice Dautry de l'Institut Pasteur qui seront nos invités tout à l'heure. D'abord, bien sûr, ce grand plongeon des bourses de l'Asie à l'Europe en passant par les États-Unis. Les bourses dégringolent, Sonia. Oui, c'est un nouveau lundi noir pour les bourses. Tous les pays s'enfoncent dans la crise. L'ensemble des places boursières sont en forte baisse aujourd'hui. Pour Paris, c'est moins 9,04%. C'est la plus forte chute depuis la création du CAC 40. Londres, moins 7,85%. Francfort, moins 7,07%. Moscou, moins 19%. Et Tokyo, moins 4,2%. Les marchés donc ne se font guère d'illusions malgré les efforts poursuivis par les autorités publiques ces dernières 48 heures. Et après l'adoption du plan Paulson et le mini-sommet européen qui s'est tenu samedi à Paris, la crise est loin d'être enrayée. Nicolas Sarkozy tente de rassurer. Il a rappelé l'unité des Européens malgré des actions solitaires de certains pays comme celle de l'Allemagne. On l'écoute. Aucun déposant dans les banques de nos pays n'a subi de pertes. Et nous continuerons à prendre les mesures requises afin de protéger le système ainsi que les déposants. Face à la crise, l'unité de l'Europe était une nécessité. Cette unité est aujourd'hui réalisée. Vas-y. Nicolas Sarkozy, qui un peu plus tôt dans la journée avait été chahuté à l'usine Renault de Sandouville. Oui, le chef de l'État a été chaudement accueilli par les salariés de Sandouville ce matin. Ces derniers qui manifestent contre le projet de suppression d'1 millier d'emplois sur leur site. Des inquiétudes relayées aussi au Mondial de l'automobile à Paris, agitées par de nombreuses manifestations, comme celle par exemple des salariés de Ford ce week-end. Alors la question qu'on se pose, l'industrie automobile a-t-elle encore un avenir? Pierre Bond-Joseph. Ils sont venus en petite délégation, mais sont bien déterminés à se faire entendre. Leur entreprise de pièces plastiques injectées basée à Troyes menace de fermer. Ah oui, les sous-traitants, oui, c'est les oubliés et puis ils sont volés. On le voit, nous, notre chiffre d'affaires, là, il baisse. Quand vous travaillez à 10 ou 11 euros de l'heure sur une machine à injecter, alors qu'il faut travailler à 26 euros pour faire du bénéfice, vous voyez qu'on est loin du compte. Décidément, le Made in France ne fait plus recette. Sur le stand Dacia, précurseur des voitures à bas coût, on présente un nouveau break. Destiné à l'origine au marché des pays de l'Est, ces voitures ont rapidement trouvé acquéreur en France. Sur ce stand minimaliste, on est à l'affût de la bonne affaire et qu'importe qu'elle soit produite en Roumanie. Les prix aussi paraissent attrayants et puis donc voilà. Prix, ouais. Le prix, c'est quelque chose qui est super important. C'est peut-être malheureux pour nos emplois, mais finalement, il y a de quoi réfléchir. Le fait d'être construit en France ne fait pas partie des arguments prioritaires. On parle de sécurité, on parle de design, on parle de prix, bien sûr, on parle d'équipement. Il faut être honnête, le fait que ce soit construit en France, pour la plupart des clients, n'est pas un facteur prépondérant. Au cœur de la tourmente, la firme aux losanges, accusée de supprimer de l'emploi bien que bénéficiaire, compte sur sa nouvelle Mégane pour relancer les ventes décevantes de sa gamme. Une embellie qui, si elle se confirmait, profiterait d'abord aux salariés espagnols. La Mégane, troisième du nom, est produite à Palencia.
tous les cas, pendant la crise, pour certains, les affaires se poursuivent. Oui, BNP Paribas qui rachète le banque assureur belge Fortis, le milliardaire Warren Buffett qui prend une part décisive de la banque d'affaires Goldman Sachs. Pour certains, la crise financière est l'occasion de réaliser des opérations spectaculaires. Est-ce pour autant le moment d'investir en bourse? Élisée Cardi. Dans cette agence de conseil en bourse, la panique a gagné la clientèle. Depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Pourtant, pour certains grands investisseurs comme BNP Paribas ou encore l'américain Warren Buffett, la dégringolade de la bourse a été le moment d'investir. Mais ce qui est valable pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Quand c'est bleu, c'est que ça a monté. Quand c'est rouge, c'est que ça a baissé. Je crois que là, il ne faut pas se tromper. Pour des gens qui sont des investisseurs avisés, qui ont envie éventuellement de spéculer, qui sont prêts à prendre des risques, oui, on peut aller en bourse sur quelques bonnes valeurs en faisant très attention. Pour des gens qui cherchent simplement la préservation de leur capital, et notamment pour leur retraite, la réponse est non. Une analyse que ne partage pas forcément le président de cette autre société de conseil. Pour lui, même lorsqu'on n'y comprend rien, on peut toujours se réfugier dans des valeurs sûres. Des titres comme, je sais pas, moyen liquide, Total, c'est bon à prendre. C'est clair, acheter du Total 7 fois les bénéfices. Il n'y a pas beaucoup de risques. Fondamentalement, vous avez tout de même une valeur pétrole. Et une valeur pétrole, par exemple actuelle, ça vaudra quelque chose. Hein. Il faut chauffer, madame, il faut chauffer. Dans le doute, mieux vaut certainement ne pas s'aventurer en terrain inconnu et surtout espérer. Selon de nombreux analystes, côté bourse, on est sans doute en train de vivre le pire. Et toujours la même question, va-t-on assister à la fin des parachutes dorés pour les patrons? Oui, en tous les cas, c'est ce qui est inscrit dans le code de gouvernance que le patronat vient d'adopter. Pas d'indemnité de départ pour un patron qui a échoué. Les parachutes dorés avaient déclenché, on l'a vu, chez les dirigeants politiques une vague d'indignation depuis le début de la crise financière, mais ils trouvent toujours leur défenseur, Nicolas Béard. Nicolas Sarkozy juge la pratique détestable et il a mis la pression sur les organisations patronales. En ligne de mire, la rémunération des dirigeants d'entreprise et notamment les Golden Parachutes. Le chef de l'État a exigé que le patronat présente avant mardi des propositions de pratiques acceptables, faute de quoi la loi s'en chargera, dont acte. Nous pensons là que nous avons sans aucun doute un des codes de gouvernement d'entreprise, pour pas dire le code de gouvernement d'entreprise le plus avancé des pays démocratiques. Le MEDEF et Laurence Parisot ont donc avancé leurs idées en la matière. Elle propose un code de gouvernance des entreprises des plus éthiques. Elle envisage d'encadrer les montants de ces indemnités de départ souvent mirifiques. Une piste notamment, les soumettre aux performances réalisées. En clair, pas de bonus en cas d'échec. L'économie montre, surtout de nos jours, que les grands équilibres, les grands paramètres qui régissent l'activité économique d'une entreprise peuvent dépendre de critères ou d'éléments totalement exogènes qui ne sont pas liés à l'action même du mandataire social concerné. Le MEDEF propose également de plafonner les Golden Parachutes à 2 ans de rémunération, mais aussi d'encadrer très strictement les stock options. Ces propositions seront présentées au chef de l'État dès demain. Première bisbille entre le nouveau président du Sénat Gérard Larcher et Jean-François Copé, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Tous deux se disputent la conduite de la réforme des collectivités locales. Emmanuel Kessler, vous allez nous en dire un peu plus. C'est pas encore un bras de fer, mais enfin on n'en est pas très loin. Tout a commencé aux journées parlementaires de l'UMP à Antibes. Vendredi, Jean-François Copé veut s'emparer de cette réforme des collectivités locales pour bien manifester les nouveaux pouvoirs du Parlement. Il annonce donc la mise en place d'une mission pour réfléchir au regroupement région-département. Elle serait pilotée par l'ancien ministre Dominique Perben. Il pense à une commission un peu sur le modèle de ce qui a été fait pour l'audiovisuel, mais la gauche n'y participerait vraisemblablement pas. D'ailleurs, elle était partie de la commission audiovisuelle. On y retrouverait par contre quelques centristes. Alors, ce n'est pas l'approche défendue par Gérard Larcher. Le nouveau président du Sénat annonce, lui, devrait annoncer cette semaine la création d'une mission d'information de la Haute Assemblée. Alors, parce que le Sénat est là au cœur de sa mission de représentant des collectivités locales, et puis parce qu'il veut aussi manifester une volonté d'ouverture. La présidence de la mission serait confiée à un UMP. On cite le nom de Jean-Patrick Courtois, qui est membre de la commission des lois, mais le rapporteur pourrait en être une personnalité de gauche, probablement parmi les radicaux de gauche, qui serait ainsi récompensé d'une certaine bienveillance à l'égard de Gérard Larcher lors de l'élection à la présidence du Sénat. Mais surtout, il y a derrière ça une divergence de fond. Jean-François Copé considère comme acquis ce rapprochement département-région, et au Sénat, on ne veut pas partir sur un scénario aussi fermé. Il faut dire que le lobby
suivi des présidents de conseils généraux s'est encore renforcé avec les dernières sénatoriales. Pratiquement un président de conseil général de département sur 3 est aujourd'hui sénateur. Merci Emmanuel. Alors avec nous Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, bonsoir. Donc on a bien vu, vous autres parlementaires UMP, vous avez affiché votre unité à Antibes, mais donc il y avait quand même des petites bisbilles et une compétition larvée entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour conduire cette réforme annoncée par Nicolas Sarkozy, celle des collectivités territoriales. En tout cas, simplifier l'organisation territoriale de la France, c'est un enjeu tout à fait bienvenu. J'avais été, il y a quelques années, rapporteur d'une commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale. Et il est clair que l'évolution, hélas, dans le sens de l'aggravation de la fiscalité locale en France, et doit beaucoup à la complexité de notre tissu administratif. Et c'est pas juste un problème d'esthétique. Ça pèse sur la compétitivité des entreprises, ça pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Alors ensuite, Assemblée, Sénat, la Constitution reconnaît le rôle particulier du Sénat s'agissant des collectivités territoriales. En même temps, et j'ai bien entendu ce qui a été dit, je crois que ce serait un péché non seulement contre l'esprit, mais contre l'intérêt des Français et de notre pays, que de ne pas être suffisamment hardi dans cette réorganisation de la carte territoriale. Je pense que s'agissant de hardiesse, il doit y avoir de la place et pour l'Assemblée et pour le Sénat. Très bien, à suivre donc. Et puis au Sénat, on prend les mêmes et on recommence. Pas de grandes nouveautés à attendre de l'élection des 6 vice-présidents et des 3 questeurs du Sénat demain. À droite, la majeure partie des sénateurs déjà vice-présidents vont être reconduits dans leurs fonctions. État des lieux des forces en présence avec Flora Sauvage. On prend les mêmes et on recommence. L'élection des vice-présidents qui aura lieu demain devrait reconduire la quasi-totalité des vice-présidents UMP dans leurs fonctions. Des postes très convoités car ils sont dotés d'avantages matériels comme une voiture avec chauffeur et un secrétaire particulier. 6 postes de vice-présidents sont en jeu, dont 2 devraient revenir à la gauche. Les socialistes Catherine Tasca et Bernard Frimat sont candidats, ce qui laisse peu de chance au candidat communiste sortant Guy Fischer. Seront également candidats pour l'UMP au poste de vice-président les sortants Jean-Claude Gaudin et Roland Duluard. Un 7e poste de vice-président doit être créé et c'est le centriste Jean-Léonce Dupont qui devrait obtenir ce siège. À droite, un vent de fronde a soufflé sur le groupe UMP. Le candidat malheureux à la présidence du Sénat, Jean-Pierre Raffarin, a menacé de créer un groupe dissident avec ses partisans. En cause, la surreprésentation des ex-RPR dans la liste des candidats UMP au poste à responsabilité. Finalement, Jean-Pierre Raffarin a obtenu le maintien de la candidature de son ami, le sortant René Garrec, au poste de questeur, ainsi que la candidature de Philippe Richer. Le 3e poste de questeur devrait revenir au socialiste Jean-Marc Pastor. Et on finit par une bonne nouvelle. Le prix Nobel de médecine 2008 a été attribué à Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier pour leurs travaux séparés sur les virus responsables du cancer de l'utérus et du sida. Luc Montagnier qui a dédié sa récompense à tous les malades du sida. Et nous en parlerons dans un instant avec le professeur Delfrécy et Alice Dautry de l'Institut Pasteur. Tout de suite, notre débat, l'Europe en ordre dispersé dans la crise. Avec nous, Marielle de Sarnez, députée européenne du Modem. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et donc Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. La crise financière et économique devrait logiquement conduire à plus d'Europe. Est-ce le cas aujourd'hui, Marielle de Sarnez? Non, ça n'est malheureusement pas le cas, même si c'était une bonne chose, la réunion qui a lieu samedi à l'Élysée. Mais en même temps, moi, ça faisait plusieurs semaines que je me demandais pourquoi on ne réunissait pas tout simplement l'Eurogroupe. Après tout, il y a un certain nombre de pays qui, au sein de l'Union européenne, ont la même monnaie. On parle bien d'une crise financière et je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas eu cette réunion plus large que la réunion de samedi. Vous êtes satisfaite aujourd'hui, on l'a eu? Mais écoutez, on l'a eu. J'aurais préféré une réunion de l'Eurogroupe. J'aurais préféré une réunion de 27. En même temps, il y a quelque chose qui se passe, donc je dis très bien, moi je me sens co-responsable de l'avenir de mon pays dans cette crise lourde. En même temps, je n'ai pas eu grand-chose de concret à l'issue de cette réunion. Ce qui est ressorti, on a confirmation qu'il y a des divisions puisque les ministres des Finances c'est chacun pour soi, chaque État sa propre politique. Donc moi, comme européenne convaincue, qui pense une chose, c'est qu'à partir du moment où on a une monnaie unique, il faut qu'on ait une gouvernance économique, il faut qu'on ait une coordination de nos politiques, et que ça vient un moment où il faut qu'on la mette enfin en œuvre. C'est un moment de crise profond, comme on est en train de le vivre. Je suis de ce point de vue-là encore un peu dans la déception.
Hervé Mariton, est-ce qu'il peut n'y avoir que des réponses nationales? C'est ce qui se passe en ce moment. Non, il ne peut pas n'y avoir que des réponses nationales. Et c'est clair qu'on est dans une étape un peu frustrante où le mérite de Nicolas Sarkozy et le mérite de la France, c'est d'avoir fait en sorte qu'il y ait une concertation et une coordination européenne. Mais je serais d'accord avec Marie de Sarnez à souligner que si l'on veut aujourd'hui et demain mieux gérer cette crise ou mieux gérer un jour une autre crise de ce type qui adviendrait, c'est pas de moins d'Europe dont on a besoin, mais c'est de plus d'Europe. Pas moins d'Europe, ça veut dire faire très attention, tout ce qui se dit autour du pacte de stabilité, comprendre que l'on peut entendre le mot souplesse, mais qu'il ne s'agit pas de le déchirer. Alors le mot souplesse, on l'entend, il a été prononcé lors de ce mini sommet de l'Elysée ce week-end. Cela veut dire que l'on peut s'autoriser aujourd'hui certains dépassements et ne pas respecter les engagements de Maastricht, Marie de Sarnez. D'abord, c'est prévu dans le texte. Hein. On peut avoir un peu de souplesse, on peut avoir un peu d'intelligence en cas de moment exceptionnel. Nous vivons un moment exceptionnel. En cas de circonstances exceptionnelles. Mais venant d'un pays, la France, qui est le plus mauvais élève de la classe, bah évidemment, là, il y a comme quelque chose qui ne marche pas. À la vérité, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans qu'on laisse filer le déficit. On n'a pas voté un budget en équilibre depuis un certain temps en France. Évidemment, on le paye parce que ça fait des marges de manœuvre que nous n'avons pas. Et c'est dans les temps de crise qu'on a besoin de marge de manœuvre. Deuxièmement, on emprunte de l'argent, beaucoup. On paye des intérêts de la dette de plus en plus cher chaque année. Et bien, cet argent-là, c'est de l'argent qu'on a en moins. Et pour les particuliers et pour les investissements du futur, idem au niveau des entreprises. Alors sur les libertés que l'on pourrait prendre avec les fameux critères de Maastricht, Hervé Mariton, on a l'impression qu'il y a deux lignes dans l'exécutif, hein, la ligne Fillon-Guéant et puis la ligne Henri-Guénaud. Je crois que le moment est en effet délicat pour l'UMP et pour la majorité. C'est qu'il y a deux lignes sur ce terrain, il y a aussi potentiellement, vis-à-vis de l'économie, deux lignes qu'on sent sous-jacentes, une plus dirigiste, qui se laisse un peu entraîner par la critique qu'on entend aussi à gauche des entreprises, du marché, du capitalisme, et une autre qui cherche à mettre davantage d'éthique, davantage de raison. On entendait parler tout à l'heure de gouvernement d'entreprise dans tout cela. Ce qui me réjouit, c'est que le président de la République, l'autre jour à Toulon, François Fillon, lors des journées parlementaires du groupe UMP, Claude Guéant encore, hier soir, sont restés sur des lignes tout à fait équilibrées et raisonnables. Claude Guéant a bien confirmé que le projet de loi sur les finances publiques dans les 3 années qui viennent reste tel qu'il a été présenté. L'objectif, c'est de se rapprocher de l'équilibre d'ici 3 ans, 0,5 points de déficit. Vous y croyez, sincèrement? Écoutez, ce que je crois d'abord, c'est que beaucoup peut être fait et mobilisé sans solliciter un déficit budgétaire qui ne l'a déjà que trop été. Ce qu'a dit Marielle de Sarnez tout à l'heure était juste. Et heureusement, les ressources que nous avons mobilisées ces derniers jours sont pour l'essentiel des ressources extra-budgétaires. Ensuite, je ne suis pas un bigot, je ne suis pas un fétichiste du 3%. Je crois en même temps que ça n'est pas l'intérêt de notre pays de se donner trop de liberté là-dessus, parce que, au-delà de la mise en cause des entreprises, du système financier qu'on voit aujourd'hui, c'est la confiance de l'État qui serait entamée. Moi, je ne veux pas que la dette que souscrit l'État soit demain plus chère. Et pour que la dette soit pas plus chère demain, on n'a pas intérêt à creuser les déficits et à aggraver la dette aujourd'hui. Alors justement, quelles sont vos solutions à vous? Une relance? Non, pas de relance par la consommation. D'abord, il en a été fait un peu depuis quelques années et ça n'a pas donné des résultats fameux. Ce que je crois, pourquoi? Parce qu'en particulier, cette relance profite aux importations et on voit bien que le sujet, c'est le diagnostic économique largement exprimé avec le sujet en France. Ça n'est pas principalement un problème de demande, c'est une question d'offre. Ce que le gouvernement a fait en mobilisant des fonds pour encourager les banques à l'égard des entreprises, ça c'est bien vu. Il s'agit d'une lubrification, il s'agit d'encourager la confiance, d'éviter que dans ce marasme financier les entreprises ne soient scotchées du fait du gel du comportement des banques, ça c'est intelligent. Donc mettre des moyens pour tenir le système financier, pour faire en sorte que les entreprises ne soient pas surpénalisées, oui.
une relance par la consommation, ça n'aurait aucun sens. Vos solutions à vous, Marielle de Saint-Ner. Écoutez, je crois qu'il faut évidemment essayer de remettre de l'argent pour autant qu'on en ait un peu. Ça veut dire qu'il faut d'abord retrouver des marges de manœuvre au sein de notre budget. Par exemple, il y a peut-être des décisions qui ont été prises l'année dernière qui n'étaient pas bonnes, sur lesquelles on pourrait revenir. Oh, ben écoutez, je pense par exemple à la détaxation sur l'impôt sur l'héritage. Enfin voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Si vous additionnez les milliards, ça finit par chiffrer un peu cet argent. Probablement, il aurait été mieux placé dans l'investissement de l'économie réelle, c'est-à-dire ceux qui font les emplois, que ça soit le BTP pour rénover d'une manière plus écologique et plus durable les logements en France, l'ensemble des petites entreprises françaises. On voit bien que c'est l'économie réelle qui a besoin de cet argent, mais que ces marges de manœuvre, on ne les a malheureusement plus. Ça veut dire qu'il faut probablement redéployer dans le budget de la République française. Alors sur l'attitude de l'Europe face à cette crise, on va écouter tout de suite le commentaire de Dominique Strauss-Kahn, le directeur du FMI. Il faut que les Européens agissent ensemble. C'est une épreuve pour l'Union européenne. C'est peut-être la première vraie épreuve économique de l'Union européenne et en particulier de la zone euro. Et ce qui est absolument indispensable, parce que la plupart des établissements financiers sont aujourd'hui des établissements financiers transfrontières, c'est qu'il n'y ait pas des réponses dispersées des différents États. Alors voilà, donc pour les propos de Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui, votre réaction par ailleurs à Nicolas Sarkozy qui a affirmé aujourd'hui que les 27 étaient unis, solidaires et déterminés. Est-ce que c'est la méthode Coué ou bien une façon quand même de souligner que l'essentiel est préservé en Europe? Ils sont unis sur ce sur quoi ils sont unis. Et puis ensuite, on voit bien, faut appeler un chat un chat. La manière dont les Irlandais se sont engagés de manière massive, brutale, tout à fait non coordonnée au profit de leur système bancaire pose un problème, pose sans doute plus de problèmes aux Anglais qu'à nous Français, mais pose un vrai problème. C'est vrai des Anglais, c'est vrai des Allemands, du Portugal. Non, sur l'Allemagne, il y a eu une coordination beaucoup plus forte. Coordonnée et concertée, comme le dit le président de la République, ça ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord avec la moindre proposition exprimée ailleurs. Donc je crois que pour l'essentiel, il y a eu concertation, coordination, avec les moyens dont dispose l'Europe aujourd'hui. On évoquait l'Eurogroupe, tous les pays européens ne sont pas dans l'euro, je parlais de la Grande-Bretagne, avec ce problème tout de même assez grave qu'a posé l'Irlande. Je crois à la fois qu'on a évidemment beaucoup de progrès à faire, et en même temps que l'Europe est sauve en ce que ce qui s'est passé autour du président de la République samedi était important. Il y a eu une vraie concertation et il y a une vraie stratégie européenne. Il y a une stratégie européenne pour des moyens qui ne sont pas uniquement des moyens multilatéraux. On se retrouve sur le mode d'action, mais on n'est pas unis dans l'action. On se retrouve sur le mode d'action, oui. Je crois qu'on est sur une réalité imparfaite. Il sera aussi très important pour assurer l'avenir de l'Europe. On a parlé, on parle de l'assouplissement des critères de Maastricht aux 63%, mais on a parlé quelque chose d'important aussi en termes de structure et de politique économique, qui est ce que demain on apprécie différemment les questions de concurrence, d'aide aux entreprises, l'aide aux banques, en l'occurrence actuellement. Là, il est très important qu'on partage entre pays européens une même analyse de la crise. Et déjà que cette analyse, on la fasse, on la partage en France. C'est l'objet du débat à l'Assemblée nationale mercredi, c'est important. Là, le Parlement, la démocratie avant notre rôle. J'ai entendu des gens dire que quand il y avait la crise, ça devait être silence dans les rangs. Non, non, la crise, ça ne doit pas être l'éclipse de la démocratie. Et quel est le risque si on ne partage pas justement au sein de l'Europe cette vision commune? Marielle de Sarnez. Je voudrais juste ajouter deux mots. Je vais revenir à l'Europe tout de suite. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette crise quand même, c'est que l'ensemble des réponses financières apportées pour le moment, principalement par Nicolas Sarkozy, on met 1 milliard là, 2 milliards là, 22 milliards là, 6 milliards là en achetant des logements sur plan. Ce qui m'a frappé, écoutez, moi, d'abord, je ne sais pas où on prend l'argent, donc il faudra nous l'expliquer. Moi, on m'a dit que le milliard qu'on mettait, ça venait en partie du milliard des universités, et donc j'en viens à ce que je voulais dire avant de reparler de l'Europe, c'est que je regrette que le Parlement français ait été absent de ces moments-là, qui sont des moments de prise de décision que je comprends. Mais la guerre est venue devant la Commission des finances de l'Assemblée, devant celle du Sénat. Je peux juste aller jusqu'au bout de ce que je dis. On a bien vu, par exemple, au Congrès américain, et pourtant c'est Bush, et pourtant c'est un président qui a de nombreux pouvoirs, qu'il y avait une codécision, que le Congrès amendait le plan du gouvernement. Bien écoutez, je suis désolée de vous dire qu'en France, les décisions sont prises par un petit groupe de personnes à l'Élysée. Peut-être qu'ils pensent juste.
Peut-être les décisions sont bonnes, peut-être elles auraient pu être meilleures, et donc je dis que là, le débat démocratique aurait dû se nouer davantage avec le Parlement. Deuxièmement, sur l'Europe, je regrette, vous l'avez compris aussi, qu'il n'y ait pas davantage de cohérence européenne dans ce qu'on fait. On pourrait réfléchir à un régulateur européen, par exemple, qu'on sorte de la simple coordination et qu'on aille dans une cohérence plus affirmée. Alors, Hervé Mariton, on aurait dû associer plus d'acteurs, selon vous? Il y a deux choses. Il y a un pilote dans l'avion, les Français l'ont constaté, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, c'est une excellente chose. Il est important que les décisions soient prises vite. Et ça, parfois, ça exige vraiment une réaction instantanée. Par ailleurs, dans une démocratie mature, on ne peut pas se contenter d'une verticale du pouvoir. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose de plus horizontal. Il faut partager le diagnostic, il faut réfléchir ensemble aux solutions, il faut amener le gouvernement à rendre compte et à préciser sa décision. C'est vrai que la discussion qu'ont eu les Américains sur est-ce que c'est aux contribuables de payer la note de l'inconséquence d'une partie du système financier est un débat tout à fait légitime. Et donc, oui, en France, il y a une place pour le pilote dans l'avion, il fait le boulot et c'est bien. Il y a aussi une place, davantage que ce n'est le cas aujourd'hui, je suis d'accord avec cela, pour un travail impliquant le Parlement qui doit être très présent, même et surtout en période de crise. Alors, impliquer plus de monde, pourtant, Marielle de Sarnez, vous avez rejeté ou refusé l'appel à l'Union nationale. Comme ça. Je crois qu'on est dans une crise lourde. On n'a rien rejeté du tout. Moi, je me sens co-responsable de l'avenir de mon pays. François Bayrou aussi. Nous sommes des gens responsables et soucieux de l'avenir. Simplement, il faut savoir si, quand on parle d'unité nationale, ce sont des mots ou si c'est de bonne foi. Si c'est de bonne foi, ben à ce moment-là, vous invitez les gens, vous parlez avec eux des décisions et des mesures que vous prenez, vous acceptez de remettre un certain nombre d'orientations à plat, bref, vous acceptez la discussion, le débat démocratique. Et à ce moment-là, évidemment, ben, les gens sont là et sont présents. Oui, il faut ce débat, il ne faut pas en profiter pour faire le procès. Marielle de Sarnez n'a pas échappé à ce piège tout à l'heure, le procès de ce qui a pu être fait depuis 1 an, depuis 2 ans, et il ne faut pas, comme la gauche essaye de le faire aujourd'hui, essayer d'instruire un procès idéologique au motif de la concertation et de l'unité que nous voulons. Je crois que c'est important de dire ce qu'on pense juste, Hervé Mariton, et quand on a le sentiment qu'on s'est fourvoyé, qu'on a pris une mauvaise décision, c'est important de le dire aussi. Alors on l'a vu, le débat est encore vif, il va se poursuivre mercredi au Parlement. On vous remercie déjà tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et nous accueillons maintenant les professeurs Jean-François Delfraissy, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida, et madame qui est avec nous également, directrice de l'Institut Pasteur, Alice Dautry, bonsoir. Merci pour réagir donc à cette distinction qui revient aux professeurs Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, ce prix Nobel de médecine, pour avoir découvert le virus du sida il y a 25 ans. Il a fallu attendre cette distinction. Madame Dautry. Oui, bonsoir. Je crois que le jury du Nobel récompense des découvertes, souvent très longtemps après, donc c'est le cas ici. Entre le moment de la découverte de ce virus par les équipes de Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier et tous leurs collaborateurs, et je voudrais dire qu'il y avait pas mal de cliniciens et de médecins de la PHP à ce moment-là. Entre ce moment-là et maintenant, l'épidémie de sida s'est développée énormément dans le monde, et pour moi, peut-être que ce prix Nobel non seulement récompense 2 chercheurs brillants et les équipes et tout ce qui a été fait à l'Institut Pasteur, mais peut-être reconnaît que cette maladie est encore un sujet majeur et c'est un encouragement, je crois, à continuer la recherche. Bien sûr. C'est un sujet majeur, mais on le dit peut-être un peu oublié par les médias, un peu banalisé. C'est finalement un prix Nobel qui tombe à pic, qui tombe vraiment au bon moment pour qu'on en reparle. Oui, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle pour la recherche française sur le VIH, mais sur la recherche biomédicale au sens large du terme, pour la France. Ça montre que la France est compétitive dans le domaine de la recherche médicale, qu'il y a de très bons chercheurs en France, que nous sommes en 2e position au plan international sur la recherche sur le sida après les Américains, alors même que les budgets évidemment n'ont strictement rien à voir. Donc c'est vraiment dans ce climat de morosité, crise financière, etc. Eh bien c'est important que des choses autour de la science fondamentale sur une épidémie qui va rester l'épidémie majeure du XXIe siècle, eh bien, sortent finalement de découvertes françaises. Donc, ne cachons pas notre plaisir. On est tous très, très contents ce soir, pour tout le monde, pour les scientifiques, mais aussi pour notre pays. Alors, la science
Hervé Mariton, Marielle de Sarnez vous disent bravo. Hein. On dit bravo tous, évidemment. Mais donc, on se souvient quand même, grâce au professeur Montagnier, notamment, que la médecine, très vite, avait réussi à identifier ce virus. C'était déjà un exploit à l'époque, hein, mais ça fait 25 ans maintenant qu'on attend un traitement. Qu'est-ce que l'on cherche aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir l'espoir d'un vaccin, par exemple, d'un vaccin préventif? Je dirais quand même, il y a eu des progrès extraordinaires qui ont été faits. Le premier progrès extraordinaire, c'est que 2 ans après la découverte du virus, il y avait un diagnostic sur le marché pour tout le monde disponible. Donc, quand même, ça a sauvé des millions de vies, c'était très rapide. Et puis ensuite, il y a les quand même trithérapies dont tout le monde a entendu parler, qui sont développées. Donc, ça, c'est la note positive. Oui. La note négative, c'est qu'on est à la recherche d'un vaccin, que c'est extrêmement difficile et que la recherche mondiale rencontre un certain nombre d'obstacles et que clairement, les messages de tous les scientifiques, c'est il faut retourner à la recherche plus fondamentale. Si on veut trouver un vaccin, on n'y arrivera pas comme ça. Et au mois de mai, on a eu à l'Institut Pasteur une grande conférence internationale sur les 25 ans de la découverte du virus du sida. Le message de tous les acteurs du monde entier, c'était celui-là. Et peut-être aujourd'hui, est-ce qu'on cherche autant qu'il y a 25 ans, par exemple? Alors, on cherche autant, et la communauté française est très impliquée. Un peu plus loin des médias que ça n'a été. C'est l'occasion d'en reparler, c'est plutôt une bonne nouvelle. En effet, les enjeux sont majeurs. Hein. C'est 2,5 millions de nouvelles contaminations en 2007. Hein. Des pays entiers, l'Afrique du Sud, il y a 25% de ce qu'on appelle de prévalence, c'est-à-dire dans une maternité de Johannesburg ou de Soweto, c'est 33 millions de personnes. Donc 33 millions de personnes touchées. Alors, beaucoup de progrès, comme l'a dit Alice, sur les traitements antirétroviraux, mais on vit avec le virus. C'est-à-dire qu'on est, les patients qui prennent leur traitement peuvent vivre avec une durée de vie qui est maintenant très très prolongée au nord, moins au sud, puisqu'il y a toujours un problème d'accès aux médicaments génériques. Mais on n'élimine pas le virus. Donc les enjeux, c'est en effet comment trouver des médicaments pour, sinon éliminer, en tout cas, mieux contrôler encore ce virus, c'est trouver de nouvelles méthodes de prévention, puisque c'est une épidémie qui se poursuit. C'est pas seulement une maladie, le sida, c'est une épidémie. Hein. C'est-à-dire que ça se transmet aux autres, et ça se transmet par voie sexuelle, c'est-à-dire l'acte le plus naturel de la vie. Donc c'est comment trouver des moyens de prévention, et puis bien sûr revenir à la recherche fondamentale pour le vaccin. Alors vous l'avez dit, ce prix Nobel, c'est l'occasion de montrer le travail des chercheurs, mais c'est aussi l'occasion de dire il nous faut plus de moyens pour avancer. Oui, c'est clair. Vous savez que l'Institut Pasteur a fait il y a une semaine le Pasteur Don, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était... Bilan, bon, on l'a pas encore tout à fait fini parce que ça s'est terminé il y a quelques jours. Je crois que d'abord le premier sujet pour nous, c'était de faire connaître la recherche et faire savoir ce que font les chercheurs français et ce que font les chercheurs à l'Institut Pasteur, et de simplement raconter leurs espoirs, leurs découvertes, leurs envies, leurs batailles. Donc finalement, ce prix Nobel qui arrive une semaine après, finalement montre ce qu'est la recherche dans notre pays, montre ce qu'est la collaboration entre chercheurs fondamentaux et médecins. Je voudrais redire que c'était un travail d'équipe il y a 25 ans, et que s'il n'y avait pas eu... les malades aussi, parce que les malades ont beaucoup joué dans le travail des chercheurs. Alors c'est un des gros apports du sida. Il y a des aspects un peu positifs, c'est la présence des associations de malades. Et d'ailleurs Françoise Barré-Sinoussi, qui vient d'avoir le prix Nobel, et c'est une des choses qui l'interpelle beaucoup. Ce contact permanent entre recherche très fondamentale de laboratoire et la recherche sur le terrain, mais aussi avec les associations. Par rapport au professeur Montagnier, elle est d'un naturel discret. C'est une grande dame. Oui. C'est une grande dame de la recherche. C'est une grande dame avec à la fois d'une chercheuse de très haut niveau, je peux peut-être en parler plus facilement qu'Alice puisque je suis à l'extérieur, et de très haut niveau, et avec une humanité et des qualités éthiques extrêmement profondes. Je pense que vous la connaissez moins, oui, les médias. Vous devez et vous allez la connaître beaucoup plus. Elle vient quand elle veut. Hein. Elle est au Cambodge aujourd'hui. Oui, elle est au Cambodge. Je crois que c'est assez symbolique. Françoise, depuis 25 ans, se bat contre le sida dans le monde entier, en particulier dans les pays en développement, en particulier avec les instituts Pasteur du réseau international. Et aujourd'hui, elle est au Cambodge dans son travail tout à fait normal pour travailler avec les malades du sida dans ce pays. Je voudrais revenir sur le problème des financements. C'est important, tout n'est pas que financement. Hein, tout est aussi dans les nouvelles idées. Donc l'idée d'un prix Nobel, c'est
c'est peut-être on se trompe, mais c'est d'avoir une sorte de boost qui va être donné à l'ensemble de la communauté. Donc, et en particulier que de jeunes équipes, de jeunes chercheurs puissent venir. Néanmoins, pour que le public ait conscience de ce que c'est les financements, dans ce contexte de crise financière où on débloque des dizaines de milliards d'euros en quelques jours, la recherche sur le sida en France, c'est au maximum 150 millions d'euros par an. Le don de la France au programme, au Global Fund, c'est-à-dire au programme national et international d'accès aux antirétroviraux dans le monde, c'est 300 millions d'euros. Donc tout bien pesé. Tout bien pesé. Ce qui est mis, personnel compris, sur la recherche sur le VIH-Sida et les hépatites en ce moment correspond à moins de 500 millions d'euros. Donc nous disons oui sur le vaccin, oui nous avons besoin de nouveaux financements pour rester dans la compétition internationale. Le message est clair. Hervé Mariton. De mettre plus d'argent pour la recherche et en cohérence de faire des économies ailleurs. Il y a de quoi faire. C'est la discussion budgétaire qui s'engage. Qu'on peut le faire au plan européen, ce serait bien. Vive la recherche, vive les chercheurs et les labos privés quand même. Ils continuent toujours le travail sur le sida, parce qu'on ne faut pas les oublier. Ceci se fait. Certains se sont un petit peu détournés, je crois. Oui, en partie en collaboration avec l'industrie privée. Et d'ailleurs, le partenariat public-privé est un élément essentiel de la donne de la recherche actuellement. Ils le sont moins sur le vaccin, qui est financé essentiellement par le public, d'où nos besoins de financement. Merci beaucoup. Toutes nos félicitations à l'Institut Pasteur. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est l'émission Ensemble de Caroline Deschamps. Puis ensuite, à 18h45, Public Sénat vous propose une nouvelle émission avec Emmanuel Rancourt. Il ne faut jurer de rien. Elle interview ce soir Valérie Pécresse. Bonsoir Sonia. Bonsoir, à demain.